Et bonjour à tous, au micro c'est toujours Victor, on est parti pour la deuxième vidéo concernant le calcul d'une approximation de pi grâce à la méthode Monte Carlo. On va avec des nombres aléatoires. Aujourd'hui on va essayer de terminer cette petite série, la vidéo sera peut-être un peu longue du coup, on va voir, donc on va faire ça avec notamment une interface visuelle Redib extrêmement simple. On avait déjà les bases la dernière fois. Alors par contre la seule chose qui va changer c'est que j'utilise plus VS Code, que je trouve un petit peu lourd. J'utilise, je suis en train de tester plutôt Light en ce moment, qui est assez léger, qui fonctionne avec la SDL, qui a été développé par un prog qui fait des trucs assez cool, il y a plein de fonctionnalités que je ne maîtrise pas, notamment le multiligne ou ce genre de choses, mais pour la plupart des trucs c'est pas très gênant. Et puis de toute façon avec vous en ce moment dans ces vidéos je code pas non plus extrêmement vite, c'est pas le but, donc voilà. Et puis vous avez vu, hein, je l'ai à peine lancé, pouf, il démarre, contrairement à Visual Studio Code qui doit mettre quelque chose comme 2-3 minutes. Et surtout, si on va dans le gestionnaire des tâches, on peut remarquer que Light n'utilise que... Merde, il est parti. Tac. Il utilise tellement peu en fait qu'on le voit plus. Voilà, il utilise 10 mégas de mémoire, contrairement aux plusieurs centaines de mégas de VS Code, parce que VS Code, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière c'est un Chromium, hein, donc c'est du navigateur Chrome, et donc du coup il y a tout un navigateur internet qui est dedans, donc c'est un petit peu lourd. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté à, si je me souviens bien, qu'on relance l'exé. On avait, voilà c'est ça, ok, donc on avait notre fenêtre, on avait notre cible et la bordure de la cible. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va s'atteler à avoir des points, on va les appeler, comment on dit une fléchette en anglais? Comment dit-on une fléchette en anglais? Dar, c'est pas dar? Non attendez, tac. Fléchette. Dart, voilà c'est ça. Donc on va avoir un tableau de darts, on va en prendre 1000 parce qu'on est des grands malades. Et ça va être du coup le X et le Y. Donc je mets ça en des floats, hein, ce sera parce qu'on va faire des calculs avec des floats juste après. Donc on a 1000 points, enfin ça c'est juste en fait des pixels qu'on va afficher à l'écran. Et ce qu'on va faire c'est qu'après qu'on a draw le cercle, on va faire pour i est égal à 0, i inférieur à... Alors pour avoir la size d'un tableau, ce qu'on peut faire, on peut définir une macro dart size. Et en fait la size d'un tableau c'est sizeof qui vous donne le nombre de bits en fait de la variable que vous lui passez. C'est quelque chose qui est, c'est une macro, donc en fait c'est plus qu'une macro, c'est fait à la compilation, à l'étape de compilation sizeof, donc ça n'utilise pas c'est fait par le préprocesseur. Et donc pour avoir la taille d'un tableau, donc en l'occurrence ici c'est 1000, hein, mais ce que vous pouvez faire c'est de manière dynamique, vous pouvez l'avoir en faisant un dartx divisé par sizeof de dartx 0. Donc en fait ce qu'on est en train de faire là c'est qu'on dit que c'est la taille de tout le tableau divisé par finalement combien de place prend un seul élément, et donc on peut prendre l'index 0 pour ça. On peut prendre l'index 1 aussi, mais généralement on prend l'index 0 parce qu'un tableau c'est il y a plusieurs éléments dedans, mais à l'index 0 on est sûr qu'il y a toujours un élément. Et donc maintenant on va pouvoir utiliser le dart size et faire un plus i, tac, et du coup draw pixel, draw pixel, il nous faut une position X, une position Y et une couleur. Donc on va faire ça, draw pixel avec du coup dart X, dart
Y et une couleur qu'on va mettre à black. Sauf que ça va rien faire pour le moment, puisque pour l'instant on n'a pas initialisé les positions X et Y de nos fléchettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les initialiser. Alors on va faire ça avec des nombres aléatoires. Random, ranDinC, je me souviens jamais trop de la syntaxe. Il nous faut du coup il nous faut stdlib. On est obligé d'avoir stdlib. Ouais, ça doit être pour srand. Include stdlib. Il nous faut un timet à l'initialisation de notre fonction main. Et on initialise du coup le srand comme ceci. Donc ça, il faut le faire dans la fonction main pour l'initialiser. En fait, il initialise la seed parce qu'il n'y a pas vraiment d'aléatoire, vous le savez peut-être en informatique. En programmation, l'aléatoire n'existe pas. On peut pas tirer des nombres parmi un nombre de nombres. Donc en fait, on simule de l'aléatoire en fonction, la plupart du temps, du temps. Donc du clock CPU, donc c'est-à-dire finalement, vous savez, dans un ordinateur, il y a une unité de mémoire qui stocke le temps très bas niveau, au niveau kernel, hein, donc au niveau du noyau du système d'exploitation, et on va utiliser du coup cette valeur pour simuler des nombres aléatoires, mais ce qui fait que si vous avez deux programmes qui sont lancés exactement en même temps, à la nanoseconde près, qui sont vraiment lancés en même temps par deux threads différents, du coup ils auront les mêmes nombres aléatoires, et ça c'est une problématique, l'aléatoire c'est assez problématique. En informatique, il y a plein de trucs, il y a plein de sujets dessus, on peut faire ça de 10 000 manières différentes. Il y a notamment une boîte de cybersécurité en Angleterre qui fait ça, avec des caméras qui filment en temps réel des réactions chimiques ou je sais pas quoi, et en fonction des couleurs, du coup ça leur donne des nombres aléatoires. C'est assez compliqué, mais nous on va utiliser la manière simple de le faire, et donc on va pouvoir faire un rand comme ceci. Comme ceci, et d'ailleurs rand between values, parce que nous ce qui va nous intéresser c'est d'avoir un nombre aléatoire entre deux valeurs. Ok, donc on va voir ça. Je vais le mettre ici en reminder pour l'instant, donc ça va nous permettre d'avoir un nombre aléatoire entre deux valeurs, entre un max et un min. En gros on utilise un rand et on fait un modulo on fait un modulo derrière pour avoir une valeur qui doit être comprise entre tel nombre et tel nombre, globalement. Et nous, ça va nous intéresser puisque nos valeurs aléatoires pour le X, on veut qu'ils soient dans notre cadre, donc dans notre cadre ici. Donc c'est-à-dire que comme la valeur min, ça va être rectangle X, et la valeur max, ça va être rectangle X plus rectangle width. Donc on va faire ça ici, on va l'initialiser ici. Initialize darts coordinates. Donc pour int i égale à 0, i inférieur à darts size plus i. Oups, désolé. Moi j'aime plutôt bien cet éditeur de texte pour l'instant, je vous avoue. C'est assez pratique, c'est assez cool. Je vais vous le mettre en plein écran, pardon. Excusez-moi, vous verrez peut-être mieux. Il me semble qu'on a aussi, il me semble qu'on a une possibilité de zoomer, si je dis pas de bêtises, ou peut-être pas encore. Hein. Enfin, c'est un truc qui est fait par un seul mec dans son temps libre et qui fait ça de manière un peu quand il peut et quand il a la possibilité, ouais, tout simplement. Donc il n'y a pas des features de ouf, mais il y a tout un système de modules qui est fait en Lua, c'est fait avec l'SDL, c'est assez, comme vous l'avez vu, hein, c'est très performant, et moi ça me va très bien, c'est assez simple. J'aime bien des choses simples, surtout là on fait pas un programme très compliqué, on n'a pas besoin de features de ouf qu'ont les gros IDE, donc ça va très bien pour ça. Et donc on va pouvoir initialiser, hop, les valeurs
Dart x de i est égal à rand tac avec le max qui va être égal à on a dit, d'ailleurs on peut le mettre là, est-ce qu'on, ouais, on va faire ça, on va prendre les mêmes valeurs pour le y et pour le x, ouais, on peut faire ça. Non, on va faire ça, je raconte n'importe quoi, je suis désolé. Float max est égal à, du coup, rectangle x plus rectangle width min est égal à rectangle x. D'ailleurs, on va faire comme ça. On va pas les mettre en const, comme ça on va pouvoir les modifier. Donc ici, on peut mettre max min. Et ensuite, on peut faire un max est égal à, du coup, cette fois-ci, la même chose, mais avec le y. Et min est égal à rectangle y. Et on va pouvoir générer aussi les coordonnées pour le y. Voilà, et du coup, si ici on affiche les pixels, on devrait être bon. Alors, si on recompile tout le projet, on a besoin de src main.c, on a besoin de... non, l'include, il est bon. Par contre, du coup, hop, effectivement, vu que j'ai pas fait de makefile, je me souviens plus du tout des trucs qu'il faut mettre dans les compilations, les librairies qu'il faut linker, tout simplement. Mais là, on a des exemples. Enfin, le mieux, c'est d'aller dans les games, de regarder le makefile. Et nous, on est sur Windows, on doit linker sur tout ça. Et on doit donner, bien entendu, le répertoire. Je crois qu'on l'a appelé lib hein, tout seul. Oui, c'est bon, ça a l'air d'être correct. Time. Il faut peut-être qu'on inclue time.h aussi. Hein. Include time.h. Voilà, on a moins d'erreurs. Alors, darts, effectivement. Effectivement, on parle bien de darkx là du coup. Invalide opération, binaries, have int and float. Random modulo. Il faut peut-être qu'on caste tout ça en float, hein, tout simplement. Pareil pour ça, du coup. Hop. Ça m'a l'air d'être un peu mieux. Qu'est-ce qu'il nous dit, du coup, au niveau des erreurs? Et oui, effectivement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut qu'on lui donne, hop, tac, le bon pixel, les bonnes coordonnées. Et là, cannot find L relib. Alors du coup, j'ai appelé ça libs, effectivement. Et non pas lib avec un seul S. Enfin, avec pas de S du coup. Et là, on devrait être bon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a tous nos points qui ont été générés. Alors on les voit pas bien, hein, mais il y en a qui sont générés sur le... D'ailleurs, on voit qu'ils sont générés en dehors du cadre. Effectivement, c'est my bad, c'est que le max, ça correspond à ça, moins 1. Puisqu'en fait, faut que notre pixel ne soit pas comme dans ce cas-là. Si on relance un truc... Voilà, ici on en a un qui est vraiment... Je sais pas si on le verra hein, sur malheureusement à la vidéo. Il y en a un qui est en dehors en fait du cadre et c'est juste qu'en fait
il faut pas, enfin, il faut que notre maximum ce soit la largeur de la fenêtre moins 1, puisqu'on veut que notre pixel soit au maximum à la bordure du cadre et non pas derrière. Et ici, ça va être pareil du coup. Et bah, du coup, avec tout ça, on est plutôt bon. On génère des nombres qui sont dans notre cadre. Donc on voit pas bien le noir sur le bleu. On va peut-être mettre un autre bleu que ça. Il y a quoi comme couleur Dans les couleurs qui sont créées, qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait utiliser qui est plus clair et sur lequel on verrait mieux les points. Sky Blue, ça a l'air mieux ça. Ça m'a l'air beaucoup mieux ça. Du coup on peut remplacer notre Dark Blue qu'on avait créé nous-mêmes par le Sky Blue. Si on lance, voilà, donc là on voit bien qu'on a des fléchettes qui sont mises partout, il y en a 1000 au total. Et alors chose assez formidable, c'est-à-dire que quand on divise le nombre de fléchettes qu'il y a dans notre cible, du coup, donc dans le cercle rouge, par le nombre de fléchettes qu'on a lancé au total, c'est-à-dire dans notre cas 1000, eh bien, chose assez surprenante, c'est qu'on obtient une approximation de pi sur 4, et bien sûr, plus on a de fléchettes, plus cette probabilité, enfin la probabilité d'avoir une valeur qui correspond à pi sur 4 est proche, on va dire, enfin est plus exacte. Et on va peut-être même l'afficher quelque part du coup. Si on fait... Alors du coup, on va faire ça dans la boucle for, pardon. Si jamais... Donc là, ce qu'on va faire, c'est if Dart is in the circle. Si jamais il est dans le cercle. Alors pour savoir si un point est dans un cercle, il faut qu'on utilise la formule du cercle qui est de mémoire, c'est un truc comme ça si je dis pas de conneries. C'est si le x du point moins le x du cercle au carré plus le y du point moins... Alors c'est peut-être un... Je ne sais plus si c'est un moins ou un plus, ou dans quel ordre c'est exactement, mais c'est un truc comme ça en gros. On pourrait la retrouver d'ailleurs même. Mais c'est pas trop le débat aujourd'hui. Équation point is in circle. On va peut-être mettre ça comme ça. Voilà, tester si un point est dans le cercle. Il faut qu'on prenne le x moins le centre... Ouais, c'est ça. Eh, j'étais pas mauvais, hein. Si c'est inférieur... Pardon, si c'est du coup inférieur au rayon au carré. Donc en gros, il faut qu'on teste si le x... Ok. D'accord, donc en gros, on va prendre une valeur, une constante, qu'on va appeler value x. On va faire un x moins... non, du coup, c'est dart x de i moins circle x multiplié par la même chose, ce qui va m'éviter d'importer mat.h, parce qu'on peut faire les puissances, hein, mais ça demande d'importer mat.h, alors que une puissance de 2, ça va, on peut multiplier à la main par la même valeur. C'est pas encore trop compliqué ça. Et là on va faire exactement la même chose du coup, mais pour le y, donc c'est-à-dire ici y, ici circle y, ici y, et ici circle y. Et donc, si value x, c'est plus, hein? Ouais, c'est plus. Plus value y est inférieur au circle radius
fois circle radius. En gros, si l'équation est correcte, en fait, donc si le point est bien dans le cercle, on va prendre une int number inside circles qu'on va initialiser à 0. On va juste le mettre même, c'est trop long, number inside circle, on va juste l'appeler inside circles. Ça va être plus simple. Et on va incrémenter cette valeur. Et à la fin, du coup, pour avoir une approximation de pi, on peut faire un const pi. C'est égal du coup à inside circles. Je sais pas trop encore comment est-ce qu'on sélectionne le... Ça par contre, il faudrait que je le fasse parce que entrer ça ne fonctionne pas. Mais c'est inside circles divisé par... on va mettre ça en float, bien entendu, puisqu'on veut un nombre avec des virgules. Puisque bah, pi c'est 3,14 quelque chose, hein, donc on veut un nombre avec des virgules. On veut mettre tout ça en float. D'ailleurs, c'est plus facile de mettre ça en float directement. Comme ça, on n'aura pas de cast à faire ou quoi que ce soit. Divisé par le nombre de darts qu'on a. On va par contre mettre ça en float. Dart size. Et bah, du coup, ça, on peut même l'afficher. Approximation pi égale... avec un retour à la ligne, bien entendu. Et on devrait être bon pour notre approximation, pour au moins l'afficher. Oh là là, le nombre d'erreurs. Effectivement, tout ceci n'est pas à mettre. Ce n'est pas du code. Alors, on va clear. Dart X, effectivement, c'est Dart avec un S. Pareil ici, on peut clear. Et ici, c'est %f, bien vu, puisque c'est un float qu'on essaie d'afficher. Ici, j'ai pas précisé le type. Et le type, quand il n'est pas précisé par défaut, GCC le met à int. Printf, effectivement, on n'a pas inclus include stdio.h. IO, enfin, du coup, std c'est standard library. Et IO c'est pour input-output, donc c'est pour afficher des choses. Et on utilise la fonction printf qui va afficher, du coup, sur la console, ici. Ici, l'approximation de pi est 0,005. Alors ça, c'est complètement pété. Mais du coup, faut pas non plus oublier qu'il faut multiplier tout ça par 4. Mais dans tous les cas, ce sera quand même faux. Actuellement, j'ai dû faire une petite connerie. 0,19. Inside circle doit être faux. On va l'afficher. Printf inside circle. Peut-être que mon équation est fausse, hein, tout simplement. Inside circle, il y en a 781. Du coup, 780 divisé par 1000. Bah, ça doit être correct, tout ça. C'est peut-être le dart size, il est correct. Si on ajoute ici total, 2 points, %f. Dart size. Donc on en a bien 1000 au total, on en a bien 790, mais 790 divisé par 1000, ça fait 0,79 tout ça. C'est qu'ici ça doit être
Donc ça fait 790 divisé par 1000, donc ça nous donne 0,79 x 4. Ça devrait pas donner du coup cette valeur-là qui est fausse. Où est-ce qu'il se peut qu'il y ait un souci? Attendez, si on fait du coup inside circles divisé par dart size. Directement ici. Parce que ça, c'est un problème de conversion, hein, de float en... Donc là, on en a 877 divisé par 1000, du coup. C'est 100% un souci de conversion integer, enfin de cast, float, etc. Où est-ce qu'est mon erreur? 755 divisé par 1000. Quand même. Quand même. Float. Donc ici on a 755 divisé par 1000. On a 770 cette fois-ci. Avec des nombres aléatoires, hein, toujours. Je cherche où est-ce qu'est mon erreur. Si on fait ça et qu'on le divise par 1000 à la main, mettons qu'on mette 1000 nous-mêmes, comme ça. Là, on a bien 0,81. Là, c'est correct. Donc là, c'est correct. Écoutez, on va passer par une variable intermédiaire qu'on va appeler size. Et on va faire un dart size, parce que le souci, c'est vraiment une conversion de int, enfin de nombre entier, du coup, vers des nombres flottants. Et si on n'utilise pas, du coup, la variable, ça va être moins bien. Et là, on a bien 0,78. Bon, bref, le souci, c'était un problème de conversion, donc c'est un problème de cast, donc c'est pour ça que... Enfin, c'est assez pénible à ce niveau-là. Faut toujours penser à tout cast, tous les int potentiels, et puis les résultats globaux des opérations, donc passer par des variables intermédiaires, parfois, c'est plus simple. Et donc, du coup, ce nombre-là, multiplié par 4... F, ça nous donne une approximation de pi qui dans notre cas est égale à 3,13. Et donc si on lance ce programme plusieurs fois, ici on a 3,01, 3,22, 3,04, 3,05. Il me semble qu'on peut même désactiver la stack trace de log. On peut désactiver les logs de relib si on va sur la sheet de relib au niveau des logs. Drawing relative. Ah, ici. Donc le trace log level. Il me semble du coup, il attend un flag pour les logs. Et alors le flag, il n'y a pas un truc de structure qui est défini pour les flags. Je pense que si on met 0, on doit être bon, non? Il s'appelle comment du coup? Log type. C'est juste ça. Il faut qu'on regarde les flags. Où est-ce qu'ils sont les flags? C'est une bonne question. Tac. Mais je pense que si on met... Ah mais oui, c'est ça, c'est... On va aller regarder la fonction directement. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir une librairie qui est open source. C'est qu'on peut aller directement regarder dans le module core, du coup. C'est marqué ici, hein, module core, donc c'est dans core.c.
qu'on va aller regarder la fonction qui s'appelle setTraceLogLevel ou setConfigFlag tout simplement. Alors du coup, il va regarder des flags. C'est quoi les flags qu'on a de dispo? Si on veut utiliser par exemple le setTraceLogLevel, qui n'existe pas ici, donc il doit être directement dans le point H. Non? Où est-ce qu'elle est cette fonction? Elle n'est pas dans corps.c? Elle n'existe peut-être plus dans corps.c, hein, parce que ça c'est le... je vous rappelle qu'on est sur le master, qu'on n'est plus sur le... Sur le 2.6. Je voulais juste en fait virer tout ce que vous voyez là, tous les infos et tout. Où est-ce que c'est défini ça? Si on remonte... non, même... je pense que ça doit être défini ici, quelque part ici. On va chercher ici. On va chercher dans le point H. Dans le relib.h. Tac, 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 tac. Qui est ici? Voilà, enum. Nous, on veut none. Donc, on veut log none. Et donc, si on fait un set config flags... Dès qu'on a initialisé la window, juste ça, ça devrait être bon. Je pense qu'on devrait plus avoir de flag du tout. Si, on a encore les flags. Enfin, on a encore les... Le truc... Ça doit être cette méthode du coup. Ouais, ça doit être cette méthode. Je pense que c'est ça. Si on l'utilise... Non, on a toujours les infos. C'est le minimum log level. Ah bah on va le mettre au... Bah pardon, bah du coup on va le mettre à pas none, on va le mettre à fatal. Tout simplement. Et ça devrait fonctionner. Ça devrait qu'on devrait plus avoir les infos, au moins. Si, on a toujours les infos. Bon. Alors là, je sèche un peu. Ça se trouve, c'est pas vraiment... Je sais pas du tout à quel niveau il faut le mettre. Il faut peut-être le mettre avant l'initialisation de la fenêtre. Voilà, faut le mettre avant l'initialisation de la fenêtre. Et ben, oh là là, mon dieu, tout ce temps perdu, désolé. Donc là, on a bien plus les logs de relib, du coup, vu qu'on a mis le niveau de log minimum à... Il y a plusieurs niveaux de log, hein, comme vous l'avez vu sur le relib.h. On a info, warning, erreur, fatal et none. Donc avec... il y a même du debug, d'ailleurs. Donc par ordre d'importance, hein. Fatal, ça fait crash complètement l'application. Je pense que même c'est un souci de mémoire ou quoi que ce soit, enfin ça doit être un peu plus vénère. Donc on a bien notre fenêtre, on a bien une approximation de pi ici qui est à 3,17, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter le nombre de fléchettes en fait qu'on va avoir. Donc là, si on lance, on a beaucoup plus de fléchettes et on a une approximation de pi qui est bien plus précise, parce que maintenant on a 3, 14, 28. Et si je ne me dis pas de bêtises, pi value, la valeur de pi, elle est à combien? 3, 14, 15, 92. Donc je pense que si on le relance plusieurs fois, on devrait avoir quelque chose de plus en plus précis, mais en tout cas là on est un peu plus précis que ce qu'on avait auparavant. 3,14,88. Ben bref, donc voilà, donc vous avez saisi l'idée. En tout cas, c'était une toute petite application avec un espèce de prétexte pour faire quelque chose graphiquement, pour avoir une espèce de petite bazounette de relib. Comment l'utiliser? Je suis désolé, hein, moi ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé non plus, donc je suis pas vraiment à jour, mais bah vous avez vu, hein, une fois qu'on a les... Enfin, c'est un petit peu ça aussi qui est super cool avec Relib, c'est que bah, la librairie en elle-même, elle est assez petite. On peut regarder les sources très facilement. Il y a juste besoin d'aller sur la sheet en ligne
qui contient absolument toutes les fonctions et n'importe quoi pour savoir dans quel module c'est. Donc là c'est dans le module core, donc on peut aller ensuite chercher, eh bien, où est-ce que c'est le module core dans les sources. Le module core, en fait, ça correspond au fichier core.c. En plus, enfin, une fois qu'on a ça, on peut aller chercher toutes les infos qu'on veut. Donc c'est ça qui est assez pratique avec Relib. C'est qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut parce que c'est open source. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite session de 2 vidéos vous aura plu sur faire un truc extrêmement simple avec Relib pour avoir des petites bases. Et puis n'hésitez pas à expérimenter vous aussi de votre côté, surtout pendant cette période de confinement à cause du Covid-19, puisque cette vidéo sort pendant cette période-là. Si jamais vous regardez la vidéo plus tard, elle est sortie effectivement pendant cette période. Donc n'hésitez pas à faire des petites applications, faire un petit peu ce que vous voulez, et puis amusez-vous, quoi. C'est l'essentiel. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. En termes de 2D, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. 3D, c'est un petit peu plus complexe, mais sur la 2D, vous pouvez faire absolument n'importe quel type d'application graphique que vous voulez. Je vous montrerai, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, ce que certains font. Pas que des jeux, il y a des trucs assez rigolos, et même il y a des trucs qui sont commerciales, notamment une application de gestion de projet, dont je vous avais peut-être déjà parlé, qui est elle commerciale, donc c'est-à-dire qu'il la vend. L'application pour 15 balles pour l'instant sur Itch.io, c'est une alpha, mais je pense qu'il va chercher son business model. En tout cas, elle est assez complète. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis écoutez, si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à me demander dans les commentaires, et puis dans ce cas-là, dans tous les cas, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites attention à vous, restez chez vous, en ce moment en tout cas, pendant cette période-là. Plus tard vous ferez ce que vous voulez, et puis codez bien, et à la prochaine, salut!